Transidentité, une série réalisée par Catherine Carpentier de Laisse ton empreinte et Sylvie Corrène. Des mamans témoignent. 4e épisode, la prise de conscience. Je crois pas que j'ai envie de retrouver Elsa, parce que Elias est bien mieux qu'Elsa, et puis parce qu'il est plus en accord avec lui, et puis qu'il est plus heureux, et toutes ces choses. La transidentité de mon fils a été, pour moi, est une richesse extraordinaire. Extraordinaire, et sans fin. Il avait toujours en tête d'être un garçon. Donc moi, à un moment donné, voilà, je me suis dit, je ne vais pas aller à l'encontre. Il nous l'a dit plus tard. J'ai essayé de vous faire plaisir, mais non, je me sens garçon. Donc je suis Céline, je suis la maman d'Elias, qui a 19 ans aujourd'hui, et qui a commencé sa transition quand il avait 13 ans à peu près. Bonjour, je suis Marie, maman d'un enfant de 19 ans, transgenre, un garçon trans, qui est en transition maintenant officiellement depuis quasiment 3 ans. Donc Nathalie, la maman de Charles Alfred, nous vivons dans l'Avesnois, en milieu rural. Au niveau de Charles Alfred, il a très tôt dit qu'il voulait être un garçon. Alors moi je suis la maman d'une jeune fille de 19 ans et demi d'abord, Calista. Et puis je suis la maman de Cyrian, 14 ans et demi, qui est suivi dans un parcours transidentité dans l'unité donc au CHR de Lille, à Fontan plus précisément, depuis maintenant 3 ans. Alors, en ce qui concerne le début de sa transition, Elias ne l'a pas identifié tout de suite. Il faut dire qu'il y a quelques années, la transidentité n'était pas aussi, j'allais dire célèbre. En tout cas, on en faisait moins d'émissions. Et donc, Elias, tout comme nous, n'avait pas vraiment de connaissances sur la question. D'après ses dires, en tout cas, il s'est toujours senti garçon. Et c'est quand il a été réglé, donc à ses 11 ans, qui s'est dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. En fait, il nous a dit récemment que jusque-là, il attendait que ça pousse. C'est-à-dire qu'il pensait que son appareil génital était juste en retard. Et puis, 1 ou 2 ans ont passé, et puis un jour, il a regardé une émission sur la 6. Et puis, il s'est dit que c'était exactement ce qu'il ressentait. Donc il nous en a parlé sans trop savoir mettre de mots, mais en disant qu'effectivement, lui, il se sentait garçon et qu'il ne savait pas quoi faire avec ça. Il était aussi très violent à cette époque-là. Il avait tendance à jeter tout ce qui passait sous ses mains dans la maison. En plus, on a une maison à 3 étages, alors ça faisait beaucoup de bruit parce qu'il pouvait tout faire tomber du haut. On ne savait pas trop. En tout cas, très vite, mon mari et moi avons décidé de le mettre dans les mains d'une psy pour essayer qu'il puisse discuter avec quelqu'un qui serait certainement beaucoup plus compétent que nous. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas parce que cette personne ne connaissait pas la transidentité et il nous a juste dit que, pour la citer à peu près, qu'il faisait ça juste pour nous emmerder et que d'ici quelques années, il serait enceinte comme tout le monde. Samuel m'avait déjà tendu des perches plus ou moins pendant le premier confinement de mars 2020, il me semble. Je ne sais pas si c'était par manque d'informations, si c'était certainement par manque d'informations, mais en tout cas, j'avais pas forcément relevé l'urgence de son cheminement et de son état d'être à ce moment-là, de son état, voilà, de son ressenti. Et de fait, je lui avais dit, écoute, mon chéri, continue ta réflexion et vraiment au moment où où il faudra vraiment procéder à faire des choses pratiques, on en parlera à ce moment-là. Mais je pense que avec le recul, je pense que c'était pas du tout ça qu'il voulait entendre. Je pense que déjà, il fallait que je sois peut-être dans l'action et j'ai pas saisi l'occasion. J'ai mis ça sur le compte de l'adolescence et j'avoue que c'était très peu connaître finalement ce que sont les transidentités. Voilà, j'ai pas forcément agi de la meilleure manière, mais j'ai fait comme j'ai pu au moment où Samuel s'est confié à moi et avec la connaissance que j'avais à ce moment-là. Charles Alfred, il a très tôt dit qu'il voulait être un garçon, à l'âge de 3 ans, si je me souviens bien. Même avant d'entrer à l'école, il n'était pas forcément content quand on lui disait qu'elle était jolie. Voilà, ce genre de petites phrases, mais bon, on ne faisait pas forcément attention. Les robes, je pense que j'ai pas su lui mettre de robe.
après le mariage de mon frère. Et encore le jour du mariage de mon frère, c'était les photos de mariage étaient très parlantes vu la tête qu'il faisait dessus. Et on lui a enlevé tout de suite, sinon il arrachait la robe. C'est la dernière fois. Donc c'était avant, c'était en 2009, si je me souviens bien. Donc lui est de 2006, ouais, donc c'est ça, 3 ans. Donc, très tôt. C'est toujours il. Lui, c'est pas elle, c'est il. Reprendre au niveau des adjectifs, aussitôt qu'on faisait un accord féminin, ben non. C'était je reprends quand je serai grand. Et dans les yeux, toujours confronté, voilà. C'est il fixe dans les yeux, l'air de dire je ne démords pas de ça. Il a toujours dit, en fait, quand on parlait de nous, les petites princesses, etc., j'avais peur de vous décevoir parce que je suis née fille et j'ai vraiment essayé de tout mettre en place, de me convaincre que j'étais une fille. Je me suis dit que ça allait passer, je me suis battue contre un ressenti en me disant non, c'est pas possible. Je suis née fille, je vais rester fille. Mes parents ont été contents, ça leur a fait plaisir d'avoir une fille. Je vais essayer d'être fille. Et à un moment, c'était pas suffisant d'essayer. Le mal-être était tellement fort que la première fois qu'il l'a verbalisé, c'est avec la psychologue, mais ça, il nous l'a dit plus tard. J'ai essayé de vous faire plaisir, mais non, je me sens garçon. Alors c'était à la fois très difficile sur le moment parce qu'on a l'impression d'être vraiment face à l'abîme. Moi j'ai eu vraiment cette impression. Je me suis retournée vers les classiques pour aller lire des textes qui n'avaient pourtant pas vraiment de rapport, mais quand même un peu sur le deuil. Et puis peu à peu, je me suis fait une sorte de fantasmagorie vis-à-vis d'Elias parce que j'avais l'impression qu'il allait devenir un monstre en étant un garçon, c'est-à-dire qu'il allait avoir une pilosité terrible, que ma jolie petite fille allait ressembler à rien. Enfin, c'était un sentiment très bizarre dont on a un peu honte après. Juste, on s'est dit, Elias ne va pas bien, et s'il va pas bien, on doit faire quelque chose pour qu'il aille mieux. Ça s'est passé très précisément le 25 août 2020. Et Samuel avait toujours eu des soucis de syndrome prémenstruel très fort, très invalidant. Et je revenais très bêtement de ma visite de chez le gynécologue et je lui dis « Mon chéri, j'ai la solution, super, tu vas voir, ça va être bien, tu vas prendre la pilule. » Pardon, je ris, mais là j'ai mon gamin qui me regarde, mais d'un air, je sais pas si c'était ou dégoûté, ou dépité, ou fatigué, ou un amalgame des trois, mais que je sens très, en même temps, à bout et triste, et d'une grande tristesse, et qui me dit, mais t'as vraiment rien compris, en fait, moi tout ce que je veux, c'est prendre des hormones mâles, pas des hormones femelles. Ouah. Et voilà, ça a été son coming out, on a beaucoup pleuré. Encore une fois, moi, je crois que j'ai pleuré 24 heures non-stop. Hein. J'ai été paniquée. Paniquée de me dire, ta vie, gamin, elle va être très compliquée et les gens sont très méchants. En gros, c'était ça qui me mettait vraiment dans un état pas possible de me dire, est-ce que tu pourras avoir toutes les mêmes chances que les autres à une vie de bonheur, en fait. Et ça, c'était très flippant. Très, très flippant. C'est que vraiment, à l'âge de 14 ans, quand j'ai vu qu'il n'était pas bien, je pense qu'il avait des idées suicidaires. Hein. De toute façon, je pense qu'il était tellement pas bien qu'il y avait ce côté-là, j'ai plus goût à rien et j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur, je me suis dit, je me suis dit à moi-même, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas perdre ton enfant, quoi. Donc c'est pour ça, j'ai dit, allez, on arrête, on y va, quoi. Donc on a rencontré le professeur Meshkan qui nous a d'abord présenté l'existence de ce dispositif, il a retracé son histoire, il a présenté les différents professionnels de santé qui composent son équipe. Et puis on a été reçus donc avec son papa, lui-même,
Et puis donc, il nous a dit nous recevoir très prochainement pour faire un diagnostic ou pas de dysphorie de genre, faire le point sur l'état psychologique de Cyrian et voir en effet si son mal-être s'apparentait à des questions identitaires et si on s'orientait vers une dysphorie de genre. Comme lui avait dit le docteur Metchkan, l'idée c'était de doser sa part de féminité et de masculinité, en fait, de voir ce qui lui convenait le mieux. Et puis les choses sont arrivées petit à petit. Les bloqueurs, d'abord, qui ont vraiment soulagé Elias parce que d'avoir ses règles, c'était juste insupportable. Enfin, déjà, il ne pouvait pas se voir. Il nous a dit bien des années plus tard que quand il passait dans la salle de bain, il n'allumait pas la lumière, il ne voulait pas toucher les endroits qui pouvaient lui rappeler une féminité qu'il refusait vraiment. Donc là, on était à peu près à sa 3e, et c'est là que le professeur Metchkan nous a proposé d'essayer de faire sa transition sociale, c'est-à-dire donc de changer de prénom et d'essayer de le genrer au masculin, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc on a essayé, moi j'ai mis vraiment longtemps à parvenir. Je me levais le matin en me disant, allez, aujourd'hui, je la laisse de côté, ça y est, aujourd'hui je l'appelle Elias. Et puis dès que je descendais, donc son prénom de naissance c'est Elsa, et quand je la croisais, parce que pour moi c'était quand même encore une petite fille que je croisais, ben, il n'y avait pas moyen, je lui disais bonjour Elsa, c'était vraiment à la fois très douloureux pour elle, enfin pour lui, et très douloureux pour moi, mais j'arrivais pas à passer le cap. Vraiment, c'était quelque chose qui m'était... je peux pas dire insupportable, parce que l'idée, la rationalisation, on pouvait le faire, mais la mise en pratique était juste impossible. À un moment M, j'ai eu besoin de me faire aider, et je me suis rapprochée du CMP, donc c'est local, hein, c'est ça, donc j'ai envoyé un message, et puis on m'a reçu. Et ça m'a fait du bien, un moment de poser des choses, tout ce que j'avais besoin de dire, sur cet enfant idéalisé, qui était finalement toujours là, mais sous un autre genre. C'est juste... Mais c'est tellement bête maintenant que j'y pense. Ça n'est qu'une question de genre, en fait. Il avait toujours en tête d'être un garçon. Donc, moi, à un moment donné, voilà, je me suis dit, je ne vais pas aller à l'encontre. De toute façon, comme j'ai dit, moi, l'important, c'est le bonheur de mes enfants. Voilà. Je ne suis pas là pour que Alfred soit à l'image que je veux en faire. Il a sa vie, il a ses choix, donc moi je suis là pour l'accompagner. Donc je suis plus dans l'accompagnement. On a eu un rendez-vous assez rapidement où il a fait ce diagnostic et puis où il nous avait proposé, proposition à laquelle on a adhéré complètement avec mon conjoint, de faire une petite période test, en fait, une petite période d'essai, c'est-à-dire qu'on a dû, pendant nos vacances, alors qu'on était dans un environnement complètement différent, qu'on connaissait personne, de se mettre dans la peau de parents d'un garçon. Et donc on a joué le jeu avec sa grande sœur aussi. Et puis là, forcément, on a vu un peu les répercussions sur Cyrian en se disant ah oui, le genré au masculin, alors que c'était un enfant qui souriait pas, qui était pas bien, qui avait beaucoup de difficultés à s'ouvrir socialement. Là, c'était notable, on a vu un changement. Prochain épisode, ce qui a aidé ou a rendu plus difficile l'accompagnement de leur enfant.